Je ne sais pas si vous jouez aux jeux vidéo ou si vous connaissez l'e-sport. Moi, personnellement, j'en suis plutôt ignare. Et il y a une personne sur LinkedIn qui m'a proposé de toucher ce sujet. Et du coup, j'ai décidé d'inviter mon amie Angela Natavidad qui a euh, créé une agence qui s'appelle Oura, qui représente 25 personnes aujourd'hui et qui travaille exclusivement sur l'e-sport, qui est une agence qui a 3 ans. Et donc, on va parler de ce qu'est l'e-sport, des problématiques sur la violence. On va parler de la présence des femmes. On va parler des compétences qu'il faut pour faire de l'e-sport. Bref, on va couvrir autant que possible en 25 minutes ce sujet. C'est assez intéressant. Je le dis jamais vraiment en intro, mais n'hésitez pas, si vous écoutez sur iTunes, de mettre une petite note pour le podcast. Ça fait toujours du bien pour le faire remonter dans les classements et donc pour être visible parmi les podcasts. Donc n'hésitez pas à mettre une note sur iTunes. Voilà, je vous laisse avec ce podcast. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à tous. Bonjour Angela. Bonjour. Je suis avec Angela Natavidad, qui est la fondatrice de Oura, qui est une agence spécialisée sur le e-sport, le jeu vidéo. Et Angela est américaine, et on va faire l'interview en français, parce que tu habites en France depuis un petit moment maintenant. Ouais, 10 ans maintenant. 10 ans, exactement. Ouais. Et je voulais faire on m'a proposé d'ailleurs de faire cet épisode sur l'e-sport. Moi, c'est pas forcément une idée que j'aurais eue à l'origine, parce que je suis pas joueur. Et en fait, c'est un sujet qui est évidemment passionnant, parce qu'il y a énormément de joueurs et de joueuses. Et justement, peut-être que la première question, c'est qui les gens qui jouent en fait? Comment on considère un joueur? Parce qu'il y a les hardcore gamers qui ont des consoles, mais quand on joue sur son téléphone, est-ce qu'on est un gamer? En fait, cette question est ultra intéressante parce que ça me fait penser... tu sais, on était là tous les deux au tout début du social media, des réseaux sociaux. Et les gens, ils se posaient souvent cette question. C'est quoi le social media? Et au final, le social media, c'est toute plateforme, peu importe si c'est sur ligne ou pas, qui arrive à faire connaître, être connecter les gens. On est d'accord. Ouais. Les jeux, qui est un joueur? Et à peu près, pareil, on est tous une certaine curiosité qui est humaine et une envie de jouer. Et je pense que en ce moment, avec le mode de l'e-sport, tout ce que les gens savent ou pensent savoir de jeux vidéo, ce mot est devenu un peu politique, mais je pense au fond de nous, peu importe si on se les considère ou pas, on est joueur, par nature. Donc globalement, tout le monde est joueur. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est, comment tu dis, c'est un mécanisme pour survivre. D'accord. Ok. Ouais, pour évoluer. Mais donc, à partir du moment où tu joues sur ton téléphone, on peut considérer que tu es un gamer, quelque part. Oui, je suppose. Aujourd'hui, à partir du moment où tu commences à jouer, peu importe, sur ligne, sur ton portable, oui, effectivement, tu es un gamer. Après, est-ce que tu t'identifies comme une gamer? Oui ou non, ça c'est pas grave, tu sais, ouais. Et alors, je voudrais que tu nous donnes quelques chiffres sur ce marché, entre guillemets, parce que je pense que pour les gens qui s'y intéressent, ils sont passionnés, ils les connaissent tous par cœur. Oui, à l'e-sport spécifiquement. Ouais. Mais les gens qui le connaissent pas, du coup, ils n'ont aucune idée de ce que ça représente, en fait. Ok, je vais essayer de faire mon mieux. Ça fait un moment que j'ai pas regardé les chiffres. Mais c'est pas grave. Mais ok, du coup, faisons d'abord distinction entre les jeux vidéo et l'e-sport. Ouais. L'e-sport est c'est une catégorie à part des jeux vidéo. Ça comprend les jeux vidéo, bien sûr. Ou plutôt, non, c'est l'inverse. Les jeux vidéo comprennent l'e-sport. Ouais. L'e-sport est un peu la branche compétitive. Des jeux vidéo, disons ça comme ça. Le jeu vidéo est large. Je peux dire, dans le monde entier, hommes-femmes, le jeu vidéo est 50-50, je pense. Les sports est plus 70-30. Okay. Mais les sports profitent d'une énorme croissance en ce moment, surtout avec l'Internet. Tu sais, j'imagine que ça a commencé par de l'un, quand on était toute jeune et tout petit. Encore, les sports aujourd'hui, selon les dernières baromètres des France Sport et Médiamétrie, comprend les joueurs, que les joueurs qui ont été comptés dans ces sondages, c'était
5% des personnes sur des online users en France. J'ai envie de dire que ça, c'est autour des... C'est soit 2 millions, soit 3 millions. J'ai peur de me tromper. Mais 5% des online users. Mais ça, encore, c'est que des joueurs. Donc, les casual gamers ou des pro gamers. Ça compte même pas les personnes qui regardent, tout simplement. D'accord. Oui, parce qu'effectivement, il y a eu toute une tendance des gens qui regardent les autres jouer. Oui, c'est ça. Comme les gens qui regardent le foot, mais qui jouent pas forcément. Et du coup, je suis assez contente de te recevoir, toi, parce que tu es une fille et qu'on parle du sport. Weird. Non, mais parce que tu l'as dit toi-même. Tu l'as dit toi-même. C'est un secteur qui est plutôt masculin, l'e-sport. C'est vrai. Aujourd'hui, et dans ton agence, vous faites attention à ce qu'il y ait pas mal de femmes, d'ailleurs. C'est quoi la position des femmes dans l'e-sport aujourd'hui ? Question compliquée. D'abord, commençons par quelque chose. Je t'avais dit tout à l'heure que l'e-sport, en termes des ratios hommes-femmes, est 70-30. On sait qu'au fur et à mesure du temps, ça va suivre les tendances généralisées du jeu vidéo, qui est plus 50-50. Okay. On sait aussi que l'e-sport évolue. J'ai lu quelque part, c'est le genre de chiffres que tu trouves génial et que tu retrouves plus jamais de ta vie parce que t'as pas pris le temps de le sauvegarder. Ouais. Il faut dire que la France, elle a beaucoup d'avance sur les sports en Europe notamment. D'accord. Et en France déjà, j'ai vu quelque part que cette ratio est déjà à 60-40. D'accord. Donc ça commence à fermer. Et plus que les sports évoluent, parce qu'il faut savoir aussi, je cherche pas à éviter ta question, c'est juste, il y a beaucoup de choses qui sont à mettre en compte dans cette question. Notamment le fait qu'il y a Nicolas Bézon qui dit souvent, et j'adore cette notion, l'e-sport est protéiforme. Parler de l'e-sport comme une seule chose et comme parler du sport comme une seule chose. Tu peux aller à une certaine distance, mais tu peux pas aller dans une certaine granularité. L'e-sport, c'est beaucoup de communautés, beaucoup de jeux, et surtout, ça change tous les ans. Les jeux qui sont les mieux connus aujourd'hui n'existait même pas il y a 1 an ou 2 ans. Ouais. Et on sait aussi qu'il y a plus que les gens vieillissent, plus que l'enjeu mobile dans l'e-sport est importante. Et après, déjà, finissons par le mobile. Finissons l'histoire du mobile. Le mobile est déjà plus féminin que l'e-sport sur console ou sur PC. D'accord. Et mettons ça à côté, le fait que tout ce qui est nouvel e-sport, si tu veux, Overwatch, Fortnite, qui sont plus entertainment, plus divers aussi dans leur façon de raconter des histoires, de développer de l'or des personnages et de développer des personnages qui sont beaucoup plus complexes aussi en termes de sexe, d'orientation, etc. Ça change aussi beaucoup de choses. Et puis, la dernière chose à mettre en compte, j'étais en train de me mener vers quelque part et j'ai oublié. Oui, la dernière chose à mettre en compte, c'est qu'est-ce que c'est un e-sport ? Parce que, pour faire le plus simple, on peut se dire chez France e-sport, parce que France e-sport était obligé d'essayer de définir ce que c'est un e-sport. Et on s'est dit, c'est n'importe quel jeu vidéo qui permet à 2 personnes de se mettre en compétition. Donc, commençons par cette première notion de l'e-sport. Cette notion peut comprendre beaucoup de choses qui certaines personnes, selon qui sont, ce qu'ils jouent, etc., ne vont pas forcément considérer un e-sport. Les fighting games, par exemple, sont beaucoup plus féminins. Notamment l'arène des fighting games est française, Kayane. Mais pour certaines personnes, et même pour des personnes dans le secteur des fighting games, ce n'est pas considéré un e-sport. Just Dance, techniquement, est un e-sport aussi. Mais pour quelqu'un qui joue League of Legends, CSGO, peut-être pas. Donc c'est aussi une question de qui définit ça. Je peux te dire que en ce moment, l'e-sport, je pense, est dans une espèce de espace existentiel où elle est de plus en plus visible à un public qui s'y intéressait pas forcément avant.
Comme moi. Ouais. Par exemple. Ouais, alors que ça existait depuis très très longtemps. Bien sûr. Et du coup, le secteur essaie de se fédéraliser vite, de se professionnaliser vite. Elle tire beaucoup des codes du sport, comme tu sais, j'imagine. Ce qui est très convenant parce que le sport, dans certains cas, est très pareil. Tu sais, tu as des équipes, tu peux les diviser par ville, par état, par pays, on s'en fout. Mais on tire aussi des mauvaises habitudes du sport. Donc, cette espèce de séparation tacite des hommes et des femmes. Et les sponsors aussi, ils tirent des mauvaises habitudes du sport. Le fait aussi que les femmes, elles ont plus du mal à trouver des sponsors pour pouvoir s'entraîner, parce que dans les sports, l'entraînement est quand même tout aussi importante. Bien sûr. Donc, la question est complexe. Je dirais que le rôle de la femme dans les sports est une espèce de miroir de leur rôle de la femme, cette question de leur rôle de la femme dans notre culture, et aussi une miroir où les sports, où va venir les sports dans l'avenir, en fait, qui va avoir droit de les définir. C'est une question qui est assez complexe, en fait. Je sais pas si je t'ai aidé, j'ai l'impression d'avoir... OK. si, ça va. Et alors, du coup, tu parlais tout à l'heure de communautés. Les communautés, elles sont liées par les jeux, en fait, c'est ça? En fait, elles se structurent par jeu? Ouais, Okay. ouais, enfin, ça peut. Ouais, ça se structure par jeu, mais aussi, je t'avais dit, c'est une question qui est ultra complexe. Tu as les communautés des jeux, bien sûr. Tu as aussi des communautés qui sont locales, parce que les sports, il est né digital, mais aussi très, très grassroots. Donc, les communautés locales sont tout aussi... importantes. Oui, importantes et uniques. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Okay. Donc, ouais, mais pour faire simple, oui, tu as des communautés par jeu. D'accord. Et il y a un profil type, il y a un âge, il y a un... Ça, c'est intéressant parce que je pense qu'en général, les gens, ils ont un peu tendance de penser que les sports, les jeux vidéo en général, c'est... Je pense que ça commence à changer parce que je l'entends de moins en moins, mais c'est des petits garçons qui sont chez leurs parents et qui jouent, qui n'ont pas de fric. Tu vois, ils sont un peu, comment tu dis en français, dismissed. Mis de côté, quoi, on va dire. Ouais, mis à côté. Mais en fait, les sports, je peux dire, l'âge moyen est entre 25 et 35 ans. D'accord. En fait, c'est beaucoup plus large. Donc, il faut dire, je sais que tu sais que dans le pub et dans le marketing, on va être honnête, tout le monde a envie de cibler l'ado. Et on a envie de cibler l'ado parce que c'est jeune, c'est sexy, on a envie de jouer dans les tendances, etc. Et si tu veux, ce désir de cibler l'ado, il y a un peu le désir de chasser, on dirait aux États-Unis, de chasser les prom kings et les prom queens, tu vois. On veut toujours tourner autour de ces genres de personnes. Voir les licornes. Hein? Voir les licornes. Ouais, c'est exactement ça. On considère que les personnes dans les jeux vidéo, en disant, ils sont jeunes, ils sont pas intéressants, etc. En fait, c'est juste une façon de dire... Ils sont des geeks, des nerds, ils sont pas des personnes avec qui on a envie de nous associer. Et en fait, c'est assez surprenant quand les gens découvrent d'abord que l'âge moyen est assez important et que la plupart de ces personnes sont complètement cachées des marques non endémiques alors qu'ils ont un énorme... revenu moyen. Oui, un énorme revenu moyen. Une vie sociale. Ils sont en train de faire des choix des marques qui sont très importants, qui vont leur suivre toute leur vie. C'est des choix des banques, d'assurance, des voitures, on s'en fout. Enfin, tu connais, on sait. Mais c'est aussi cette notion d'un joueur d'e-sport, surtout aujourd'hui, je dirais même dans les dernières 2 ans, est en train d'évoluer. Je dirais Fortnite, par exemple, étant plus entertainment, plus accessible, plus fun, a beaucoup fait évoluer cette notion de qui est un joueur d'e-sport. Ouais. Ok. Et alors, on parlait tout à l'heure des compétences. Il y a des compétences particulières pour faire de l'e-sport ?
Oui. Tu dirais? Après, ça dépend de ce que tu as envie de faire parce que c'est un énorme secteur avec beaucoup de choses à faire. Ouais, tu as, bien sûr, tu as les joueurs, tu as les coachs, tu as tout ce qui tourne autour d'un secteur d'athlètes. Donc, je sais pas, les psychologues, les médecins, les ostéos qui tournent autour, tu as les casteurs, les streamers, tu as les ligues, cette énorme machine chez les éditeurs qui font fonctionner et évoluer et le jeu et le côté tournoi. Tu as aussi ce côté organisateur événementiel. Donc, c'est une grosse machine. Si tu parles spécifiquement du pro gaming, des pro gamers, pour être très clair, ils sont des athlètes. Donc, ils ont besoin des formations, des personnes qui peuvent les coacher parce que jouer pour se divertir est très différent qui jouer dans une ligue pro. C'est un énorme travail de collaboration, de stratégie. Selon une étude allemande, je pense, une pro gamer fait 400 mouvements par minute. C'est 4 fois plus qu'une personne moyenne devant son ordinateur. Et ça utilise beaucoup de parties de son cerveau et de son corps aussi. Donc, oui, ça a besoin de beaucoup d'entraînement, mais aussi un entraînement dans ce que c'est de s'occuper du corps et du mental d'un athlète. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, du coup, tout ce qui est... Du coup, c'est des vraies compétences. Enfin, il y a vraiment des compétences physiques d'abord, parce qu'effectivement, ça implique des compétences de concentration, j'imagine. Oui, concentration, stratégie, énormément de stratégie. Il faut bien savoir pronostiquer. Donc, il y a beaucoup de compétences qui sont mises en... C'est quasiment une ligne qu'on pourrait mettre sur son CV, quoi, en fait. Oui, c'est ça. En fait, les niveaux de cortisol ont été mesurés des pro gamers pendant qu'ils jouaient. Et c'est le même niveau que les... Comment tu dis, des conducteurs à Formule 1, par exemple. Ouais. Donc, ça demande beaucoup d'efforts mentaux et physiques aussi, mais aussi collaboratifs. Ouais. D'accord. Et alors, on parlait tout à l'heure des Jeux Olympiques. Mais en fait, en réalité, il y a pas mal de problématiques légales autour de l'e-sport. Je te disais tout à l'heure aussi cette problématique autour des joueurs et de leurs tatouages, par exemple, parce que les tatouages n'appartiennent pas aux joueurs, en l'occurrence, ils appartiennent à des artistes. Donc, est-ce que quand tu mets les joueurs dans le jeu vidéo, est-ce que tu reproduis les tatouages? Et dans ce cas-là, est-ce que tu rémunères les tatou artistes ou est-ce que ça fait partie du personnage? En même temps, de voir les joueurs sans les tatouages, ça serait très étrange. Oui. Genre Dennis Rodman sans son tatouage. Voilà, par exemple. Et puis, il y a les histoires aussi de Jeux Olympiques, parce que en fait, les jeux appartiennent à quelqu'un, en l'occurrence, les sports appartiennent à quelqu'un. Donc, comment ça fonctionne? Enfin, comment toi, tu vois les choses bouger? On va dire, c'est pas comment ça fonctionne aujourd'hui, mais en particulier sur cette histoire de Jeux Olympiques, comment tu vois les choses bouger? Comment ça va bouger selon toi? C'est cool que tu lis les questions des Jeux Olympiques à l'IP parce que les deux, effectivement, sont très liés. En fait, cette espèce de questions existentielles sur à qui appartient quoi est assez importante dans les sports et dans les jeux vidéo. Je me souviens plus quel jeu c'était, mais la première fois qu'un jeu vidéo était fait sur un sport, avec des vrais athlètes. En fait, les athlètes n'ont pas été prévenus. Oh, wow. Et du coup, il y avait certains qui ont découvert comme ça, tu sais, par un pote qui disait « Mon fils est en train de te jouer hier ». Et c'était choquant parce qu'ils n'avaient pas des revenus, ils n'avaient rien de ça. Et c'était une énorme lutte pour eux de pouvoir mettre ça dans leur contrat. Enfin, c'est tout l'enjeu du digital. On a vécu la même chose avec les télés, etc. Du coup, je pense que cette histoire des tatouages, franchement, après, ça dépend. L'artiste, les tatouages, ils sont un truc très perso. Après, je pense, étant quelqu'un qui a des tatouages, je me dis, si j'ai payé pour, si c'est sur mon corps, c'est moi. Tu vois. Après, si le mec il veut un crédit, qu'on le crédite. mais bon, si quelqu'un est en train si quelqu'un prend une photo de moi, c'est pas, je sais pas, si quelqu'un prend mon likeness, mon visage, c'est pas une espèce d'image de mon corps. Ça va faire partie de moi. C'était un choix qui a été fait entre moi et le tatoueur. C'était un choix que le tatoueur a fait aussi en faisant des tatouages sur le corps des autres.
Après, c'est vrai que les sports, surtout aujourd'hui, maintenant que tout le monde commence à sentir qu'il y a de l'argent autour, ça évoque beaucoup de questions sur, beaucoup de ce genre de questions, notamment les questions des, OK, les danses dans Fortnite, est-ce que ces danses appartiennent à quelqu'un? Je n'ai pas une réponse à ça. Je peux dire que les secteurs, je sais que tu sais ça aussi, les secteurs qui ont toujours été le plus créatifs, qui ont toujours le mieux développé, notamment le mode, les automobiles, les voitures et les jeux vidéo sont les secteurs qui ont toujours été les plus libres en termes d'IP. Donc, ils avaient droit de voler des trucs, de se construire dessus, de réapproprier. C'est ça qui fait évoluer des choses aussi. Je ne sais pas du tout comment ces questions vont être adressées. Après, dans les questions des Jeux Olympiques, il y a quelque chose qui doit être mis en compte. Les sports, même si on est tous d'accord que les sports est une espèce de branche des sports, les sports ont une certaine particularité qui est assez compliquée, ce qui est, a priori, le sport, ça appartient à personne. Tu sais, le foot appartient à personne. Les sports, si. Tu as des éditeurs qui sont propriétaires du jeu. Ce qui fait que les Jeux Olympiques vont choisir, un choix qui peut être vu comme politique et pour les communautés et pour les secteurs parce qu'il y a un éditeur qui va profiter de ces choix. Ouais. Et franchement, je ne suis pas sûre comment tu as résolu ça. Après, il y a aussi une question à l'intérieur du secteur de l'e-sport est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette légitimité, si tu veux, des Jeux Olympiques? Ouais, parce que je pense que il y a certaines personnes qui pensent que c'est plus important pour les gens de l'extérieur, les non-endémiques, les marques non-endémiques, les mainstream, les Jeux Olympiques notamment, d'être associés avec l'e-sport, que l'e-sport, parce que l'e-sport, dans un sens, a déjà par jeu leurs propres Jeux Olympiques, leurs propres tournois qui sont énormes. Donc, les gens ne le savent peut-être pas, mais effectivement, il y a des gros tournois où les gens se réunissent, les gens viennent voir. C'est ça. C'est assez massif. Ouais. D'ailleurs, il y a une question, c'est peut-être une question que j'aurais dû poser dès le début d'ailleurs. J'y ai pas pensé parce que je la trouve idiote. On a le temps. Je la trouve idiote, donc je l'ai pas posée, mais néanmoins, je la posais quand même. Il y a beaucoup de gens plus vieux, on va dire, qui disent non mais les gens, tu veux dire comme nous? Voilà. qui se disent non mais les enfants ils passent leur temps sur les jeux vidéo, en plus ils tuent tout le monde, etc. C'est hyper grave, ça va générer de la violence. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu crois c'est quoi ton avis là-dessus en fait? Je pense que cette question est ultra pertinente, surtout en ce moment. Tu sais, je suis américaine. Je pense que chaque semaine maintenant, on a une autre histoire d'un mec qui est tiré sur toute son école, quelque part. Il y avait notamment une histoire d'un mec qui est tiré même pendant un tournoi CSGO. CSGO, je pense, c'est le jeu à lequel les gens y pensent le plus souvent quand ils disent ça. Je dirais... On est tous peur des choses que nous comprenons pas. Il y a des études qui ont déjà montré que c'est pas le fait de regarder les violences ou de jouer un jeu vidéo violent qui rend les enfants violentes. C'est surtout, c'est presque une outlet artistique si tu veux. Mais c'est pas ça qui va changer les préjugés. Ce qui change les préjugés, c'est en fait. Je vais te dire, la meilleure chose d'arriver au sport, au secteur du sport, était cette notion très idéologique que les sports, ce n'est pas la violence, même si ça l'est très souvent. Le sport, c'est le teamwork, c'est la collaboration, c'est la valeur communautaire. Ça, c'est la pub, on le sait. Même si c'est vrai, c'est pas toute l'histoire non plus. Le sport, c'est aussi politique, compliqué, ça fait mal, c'est très agressif, etc. Je dirais qu'en ce moment, et je pense que c'est un peu les thèmes de toute cette discussion, les sports, en ce moment, est à la recherche d'une branding qui est tout aussi fort. On peut dire...
On peut dire en fait la même chose, qu'on dit du sport, de l'e-sport, que c'est collaboratif, que c'est du teamwork, que ça t'apprend, que ça te pousse à travers tes limites naturelles, ça te pousse à rencontrer de nouvelles personnes, de collaborer avec eux. On peut dire exactement la même chose. Et je dirais la plupart des communautés qui jouent vraiment, c'est ça qui est récent. C'est pour ça qu'ils sont aussi passionnés et aussi protectifs aussi de cette communauté, parce qu'ils incarnent et ressentent tous les jours toutes ces valeurs. Donc, je dirais que ça, cette notion de l'e-sport semaine à la violence, le jeu vidéo semaine à la violence, déjà, c'est une préjugé. Et on a beaucoup d'éducation à faire, notamment avec les parents, sur ce que c'est en vrai l'e-sport et comment jouer avec une certaine notion de responsabilité. Parce que plus qu'on pousse cette notion de l'e-sport, en fait, ça peut être une profession, c'est de l'athlétisme. Et notamment, la France était parmi des premiers pays à reconnaître les joueurs comme des athlètes, les pro-gamers. Plus qu'on a la capacité de pousser cette notion de quand tu as envie de prendre le parcours d'une athlète, de passer d'un truc divertissant à un truc à lequel tu aspires à trouver ta carrière, il faut l'approcher avec beaucoup de responsabilités, avec une constellation des autres choses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, très bien. Ouais. Cool. Et alors, ce podcast s'appelle Vlan. Oui. Donc, je voudrais savoir à quoi tu veux claquer la porte aujourd'hui. Super question. Dans le cas de l'e-sport, deux choses. Est-ce que l'e-sport est un sport? On en a marre de cette question. Et la deuxième chose, est-ce que les femmes sont égales que les hommes? Je pense qu'elles jouent aussi bien? Oui, c'est ça. On en a marre. Franchement, AIM, Katowice, non, pas Katowice. J'ai Katowice dans ma tête en ce moment parce qu'on est en train de bosser sur Katowice. Mais non, Pyongyang, Scarlett, cette question est close. Tu vois, c'est close depuis longtemps. D'accord. Ça aussi, c'est des préjugés. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille en interne à l'intérieur du secteur. Après, à l'extérieur du secteur, les choses à lesquelles j'aimerais claquer la porte. J'adore cette question. J'en ai marre du 10-year challenge, Greg. J'en ai très, très marre. C'est juste une opportunité pour tout le monde et c'est la pétée du fait que je suis encore plus beau qu'il y a 10 ans. Regarde-moi, je suis une vampire. Je suis de plus en plus jeune. Oh, on en a marre. On voit vos selfies tous les jours sur Instagram, sur Facebook, partout. On n'a pas besoin de voir 12 selfies. Ouais, c'est ça. C'est cool. Ça. Merci beaucoup, Angela. Ouais, merci à toi. Voilà, on finit en regard. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.